Économie le max sur i24 News. Bienvenue à tous au programme aujourd'hui. Cuba, États-Unis, la fin de 52 années de gel diplomatique. Hier, les deux pays ont engagé la normalisation de leurs relations. De nombreuses restrictions seront bientôt levées. Pourquoi maintenant et ce rapprochement va-t-il vraiment résoudre les difficultés économiques de la Havane? Les détails dans un instant. Et puis la Grèce, de nouveau au cœur des inquiétudes pour les milieux financiers. L'incertitude quant à l'issue de la présidentielle ravive les craintes d'une crise politique et surtout d'une remise en cause de l'austérité. La bourse panique, la Banque centrale sonne l'alarme. On voit tout cela dans quelques minutes. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. On commence bien sûr par un tour du monde de l'actu économique et on revient d'abord sur la Russie avec l'intervention très attendue ce matin à Moscou de Vladimir Poutine, le président russe qui sort enfin de son silence en plein cœur du crash monétaire qui menace, on le sait, de plonger son pays en profonde récession. Le chef du Kremlin accuse l'Occident mais reconnaît tout de même les insuffisances de l'économie russe en matière de diversification, sa trop forte dépendance au secteur énergétique qui a aggravé la crise, une crise qui d'après lui sera surmontée d'ici 2 ans maximum. La croissance de l'économie mondiale va continuer. Le rythme peut diminuer, mais il y aura encore de la croissance. Et notre économie aussi sortira de cette situation. Combien de temps cela va prendre? Je pense que dans le pire des cas, il faudra 2 ans. Dans l'ensemble, la Banque centrale et le gouvernement agissent de façon adéquate face à cette situation. Je pense que certaines choses auraient pu être faites plus rapidement. La grande conférence de presse de fin d'année et le rouble hier soir s'est ressaisi face au dollar, 58 roubles pour 1 dollar contre 80 mardi. Et c'est aussi à partir de ce jeudi que les 28 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se retrouvent à Bruxelles pour le traditionnel sommet de fin d'année. Alors au cœur des discussions, l'avenir bien sûr des relations avec la Russie et le poids des sanctions de Bruxelles sur la crise du rouble. Autre enjeu, le plan d'investissement présenté par la Commission européenne, plan à 315 milliards d'euros. Il faudra se mettre d'accord sur les moyens de le financer. Premier conseil européen en tout cas sous la présidence du Polonais Donald Tusk. En bref, 3e mois de repli en Chine pour les prix de l'immobilier, moins 3,7% sur un an en novembre, la plus forte baisse en 3 ans. Nouvelle illustration de la faiblesse d'un secteur pourtant crucial puisqu'il représente 15% de l'économie chinoise. En Asie toujours, le Japon s'apprête à lancer un vaste plan de relance pour un total de 30 milliards de dollars. C'était l'une des promesses du Premier ministre Shinzo Abe, vainqueur dimanche des législatives. Les médias locaux évoquent notamment des crédits aux régions et des aides en direction des ménages pour l'achat de carburant. La réunion de politique monétaire se tient aujourd'hui et demain à Tokyo. Et puis en Afrique, le Nigeria revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour l'an prochain, plus 5,5% pour le PIB contre 6,35% espéré jusqu'ici. Le pays, qui est devenu cette année la première puissance économique du continent, subit lui aussi de plein fouet la chute des cours du pétrole. L'or noir pèse plus des 2/3 des revenus de l'État. Ce budget nous permettra d'approfondir la diversification de notre économie au-delà du secteur pétrolier. Nous prévoyons un déficit budgétaire de 0,79% du PIB avec une tendance baissière pour l'emprunt. Allez, un coup d'œil du côté des marchés financiers avec hier la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et la Fed qui annonce qu'elle conserve inchangés ses taux d'intérêt pour soutenir encore la reprise. Elle réaffirme sa patience avant un relèvement des taux. Eric Lewin est avec nous depuis Paris. Eric, bonjour. La Fed rassure une fois de plus des marchés assez agités finalement cette semaine. Oui, écoutez, tout à fait David, la Fed a voulu faire preuve de patience lors de sa dernière réunion de politique monétaire, la dernière réunion de l'année. Les taux vont sans doute être relevés en 2015, mais pour l'instant ils ne le sont pas, ce qui a rassuré les marchés. Ce qui rassure les marchés et finalement ce qui fait oublier aux marchés la situation économique en Russie qui est très difficile. On a vécu une semaine en 2 phases. La première phase a été gouvernée par la situation en Russie, avec selon toute vraisemblance une forte dépression l'an prochain. On parle d'un PIB en recul de 4,5%. Il faut dire que les réserves d'hydrocarbures, c'est environ 50% du budget de l'État et la Russie est trop dépendante des cours du pétrole. Et puis la deuxième partie de la semaine, ça a été un redressement des cours boursiers, une remontée progressive des cours avec en filigrane bien entendu cette fameuse réunion de la Fed. On craignait une hausse des taux, on craignait des paroles qui auraient pu déstabiliser les marchés. Il n'en a rien été, mais attendez-vous quand même à une hausse des taux d'intérêt dès l'an prochain. Ouais, ça semble effectivement inévitable. Merci Eric pour ces précisions.
Et gros plan donc sur ce rapprochement historique salué par l'ensemble du continent américain, celui bien sûr annoncé hier soir entre les États-Unis et Cuba. Un demi-siècle de tensions. Alors visa, commerce ou transfert de fonds, de nombreuses restrictions appartiendront bientôt au passé. Alors que peut espérer l'économie cubaine de cette normalisation? Eh bien au mieux un coup de pouce pour le moment, car une levée totale du blocus instauré en 1962 devra attendre le feu vert du Congrès à Washington. Le point avec Johanna Citruc. Bonjour. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique changent leurs relations avec le peuple de Cuba. Ceci est le changement le plus important dans notre politique ces 50 dernières années. Mercredi, Washington et la Havane ont ouvert un nouveau chapitre de leur histoire. Les dirigeants des deux pays ont annoncé leur rapprochement historique, un premier pas vers la normalisation de leurs relations. Cela ne veut pas dire que le principal soit résolu. Le blocus économique, commercial et financier qui provoque d'énormes dommages humains et économiques à notre pays doit entièrement cesser. Pour lever l'embargo américain qui pèse sur l'économie cubaine depuis 1962, le président Barack Obama doit obtenir l'accord du Congrès. En attendant, plusieurs mesures ont été prises pour l'assouplir, pour faciliter les échanges entre les deux pays. L'annonce du président comprend toute une série de mesures qui pourraient faciliter les interactions entre les États-Unis et Cuba. Ça sera donc plus facile pour les Américains de voyager à Cuba, ça sera plus facile pour les Américains d'envoyer de l'argent à Cuba et ça sera aussi beaucoup plus simple pour les Américains de soutenir le secteur privé qui émerge à Cuba grâce aux échanges ou aux transferts de capitaux. Tout cela devrait aider une économie cubaine actuellement assez faible. Malgré les quelques réformes opérées par Raúl Castro depuis son arrivée au pouvoir en 2008, la croissance de Cuba ne décolle pas. En 2011, 2012 et 2013, elle tournait autour de 3%. Et cette année, elle ne devrait pas dépasser 1%. Ce rapprochement avec Washington est donc vu par les Cubains comme une bouffée d'air frais. Il va par exemple aider à réduire la dépendance de la Havane vis-à-vis de Caracas, pénalisée par la chute des prix du pétrole. Pour autant, il ne va pas régler tous les problèmes économiques de l'île, comme le poids disproportionné des dépenses publiques, elles représentent 60% du PIB, ou encore le sous-développement du secteur agricole, puisque Cuba importe 80% de ses besoins alimentaires. Les difficultés du Venezuela, sans doute pas tout à fait étrangères à un rapprochement avec Washington. Allez, second dossier, les déboires de la Grèce. Athènes, mère de la démocratie, une démocratie qui pourrait aujourd'hui la précipiter dans une nouvelle crise, puisque faute d'accord au Parlement sur le choix d'un nouveau président, eh bien, les eurosceptiques pourraient accéder au pouvoir via des élections anticipées et remettre en cause les réformes, la rigueur. Les marchés sont inquiets à l'heure où la dette du pays atteint 175% du PIB. Anthony Lesme. Le bateau grec tangue à nouveau et le cap de l'austérité est une nouvelle fois au cœur des débats politiques. Après un premier tour présidentiel sans majorité, les élections anticipées semblent inéluctables, ouvrant la porte aux eurosceptiques Syriza, favoris des sondages. Ces nouveaux remous ont fait chuter les cours de la bourse grecque de 20% en 3 jours, malgré un rebond mercredi de plus de 3,3%. Les taux obligataires, eux, ont augmenté de 9%, illustrant la crainte des marchés. Engager des élections était un geste risqué dans le sens où l'incertitude plane pour l'ensemble de l'économie. Surtout pour cette élection présidentielle qui engage le pays pour un temps assez long. Reste que les périodes électorales sont toujours des périodes très volatiles pour l'économie. Si la Grèce devrait enfin retrouver le chemin de la croissance cette année, la reprise ne serait que de 0,6%, après une chute du PIB de 25% depuis la crise. Le chômage, lui, est encore supérieur à 26%. Mais pour les partisans de Syriza, c'est bien le mur de la dette qui semble infranchissable, cumulant à plus de 320 milliards d'euros, soit 175% du PIB. Alexis Tsipras prône l'effacement des 2/3 de la dette publique, un moratoire sur les dettes privées aux banques et la hausse du salaire minimum. Ces positions divergent beaucoup du courant dominant des politiques économiques européennes. On peut donc s'attendre à une certaine période de volatilité, voire même de grands bouleversements sur les marchés. On peut déjà observer quelques frémissements. Reste que si Syriza gouverne prochainement, son action serait fortement entravée par le besoin de fonctionner avec les Européens dans le cadre de la zone euro. Bruxelles n'a pas hésité à intervenir dans le débat.
Pierre Moscovici s'est rendu à Athènes en début de semaine. Le nouveau secrétaire européen aux affaires économiques a affiché son soutien à la politique de réforme d'Antonio Samaras et a prévenu que toute annulation de la dette serait suicidaire pour l'avenir de la Grèce. Le bras de fer est engagé. Ouais, bras de fer à l'intérieur et à l'extérieur de la Grèce. 2 mesures phares annoncées par Syriza en cas d'accession au pouvoir. La fin des politiques d'austérité et puis l'annulation partielle de la dette publique, 320 milliards d'euros. Nous sommes avec Thibault de la Baronnière. Bonjour. Bonjour David. Analyste économique. Alors Thibault, la Grèce qui revient au cœur des inquiétudes dans les milieux financiers. Est-ce que ces craintes vous paraissent justifiées? Oui, en fait c'est surtout le côté politique qui est très dangereux. Si la situation politique continue à être aussi instable et que le parti d'extrême gauche venait au pouvoir, on aurait une vraie situation dangereuse pour toute l'Europe, puisque une grosse partie de la dette européenne maintenant est détenue et ou garantie par les autres États européens. Et arrêter de rembourser la dette serait un vrai problème et pour la Grèce et pour l'Union européenne. Allez, même en cas d'arrivée au pouvoir de Syriza, des eurosceptiques, est-ce que vraiment Athènes aurait la liberté finalement de tourner le dos à ses créanciers et puis à la zone euro aussi? Théoriquement, tout pays peut décider d'arrêter de rembourser ses créanciers. Dans les faits, ça reviendrait tout simplement à faire s'effondrer exactement un suicide économique. Ouais. Alors Thibault, autre dossier chaud ces temps-ci, c'est la Russie. On parle beaucoup bien sûr de la crise du rouble, un peu moins des conséquences pour le reste du monde, à commencer par l'Europe. On sait qu'il y a beaucoup d'intérêts russes en Europe. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que finalement il y a plus de perdants? Tout le monde y perd à cette crise du rouble? Non, d'abord les Russes et les particuliers dans un premier temps. Et puis en effet, il y a beaucoup de sociétés européennes qui ont des intérêts en Russie. La Société Générale, Renault et il y a un effet qui se coule qui fait que les entreprises européennes souffrent de la crise en Russie et de cette fuite en avant du gouvernement. Et au niveau des sanctions de l'Europe, est-ce que vous pensez que la Russie peut céder maintenant? A priori, Poutine semble déterminé à continuer dans cette logique d'opposition face à l'Europe, dénonçant l'impérialisme des pays occidentaux. Donc je ne pense pas que Poutine soit prêt à la moindre négociation. Alors Thibault, quand on parle de la Russie, on parle aussi bien sûr du pétrole. Si les cours continuent sur cette tendance baissière, est-ce que finalement les investisseurs vont vraiment être pris de panique pour de bon? La panique a déjà commencé. Quand on regarde les variations boursières ces derniers jours, que ce soit sur le rouble ou sur le pétrole, il y a quand même des mouvements très erratiques. Il y a un effet en fait assez surprenant sur le pétrole qui est que d'abord beaucoup d'opérateurs évidemment vont commencer à perdre de l'argent puisque la production coûte plus cher que les cours actuels. Mais en même temps, d'autres personnes qui avaient besoin d'énergie se reportent maintenant sur le pétrole puisque ça coûte moins cher que les énergies renouvelables qui avaient commencer à devenir compétitive. Il y a un effet de balancier. Ouais. Alors, un mot aussi dans ce contexte sur les annonces de la Fed, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que c'était le bon timing, la bonne communication en ce moment par les temps qui courent de dire on ne va pas relever tout de suite les taux d'intérêt? Non, parce qu'on se demande s'il ne va pas y avoir un effet un peu Greenspan bis. Greenspan avait tardé à rehausser les taux d'intérêt aux États-Unis et avait créé ainsi... 2008 à peu près. Voilà, enfin... il avait en avant, mais il avait créé ensuite la bulle immobilière à partir de 2005 jusqu'en 2008 qui avait mené à la crise financière et économique qu'on connaît encore actuellement. Et on pense en ce moment que trop attendre risque de créer le même effet. Merci Thibault de la Baronnière pour ces explications. Merci, et on va passer au Media Watch. Et la Russie omniprésente jusque dans la revue de presse avec l'impact à tous les niveaux de cette chute du rouble. Bonjour Joanna Citruc. Bonjour David. Alors impact cette fois-ci pour les milliardaires russes. Oui, on l'a expliqué, donc à cause des sanctions occidentales mais aussi à cause de la chute des prix du pétrole. Le rouble perd de sa valeur face au dollar, une chute qui s'est accélérée en début de semaine, notamment lundi et mardi. Et même si ensuite la monnaie russe a repris quelques couleurs, eh bien cet épisode a laissé des traces notamment sur les comptes bancaires des milliardaires russes, car selon le site internet de Bloomberg, eh bien, les 20 Russes les plus riches ont perdu l'équivalent de 10 milliards de dollars en seulement 2 jours, une perte estimée à 62 milliards de dollars depuis le début de l'année 2014. Cependant, on ne s'inquiète pas trop pour eux puisqu'ils détiennent encore une fortune cumulée de 174 milliards de dollars. En revanche, Joanna, certains Russes s'amusent de cette chute du rouble, ce sont les internautes. Oui, et surtout les internautes russes eux-mêmes qui font preuve d'humour noir sur les réseaux sociaux. Le journal français Les Échos a sélectionné quelques perles récoltées sur le web. Il y a par exemple « J'ai fait monter il y a 2 roubles et il est encore chaud ». Il y a encore « Qu'est-ce que vous auriez aimé changer dans votre passé ?
mes roubles, ou encore les bureaux de change affichent par erreur le taux de l'euro en Fahrenheit au lieu de Celsius. Sympathique de prendre tout cela avec de l'ironie. Et puis Johanna, toute autre chose, la célèbre marque sportive Puma qui fait appel à une chanteuse assez célèbre pour se relancer, pour tenter de se relancer. Il s'agit en fait de Rihanna. La chanteuse devient donc l'ambassadrice, mais aussi la directrice artistique de la gamme Training pour femmes de la marque de sport. Alors plus concrètement, son rôle sera de poser dans des campagnes publicitaires et de participer à la réalisation de certaines collections. Une collaboration qui, selon certains spécialistes, pourrait coûter à Puma 1 million de dollars et dont l'objectif est évidemment donc de relancer les ventes pour combler le retard de Puma sur les leaders du marché, ses concurrents, donc Nike et Adidas. Un vrai défi, une belle compétition. Bonne chance en tout cas à Puma. Merci Johanna. Et c'est la fin de cette édition d'Économie le Mag. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes, la suite de l'info, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.